13e rencontre gouvernement, secteur privé. Les travaux se sont ouverts ce matin à Bobo-Dioulasso. Rendez-vous des grands débats économiques par tradition. Cette édition pose la problématique de l'intégration du secteur informel dans l'économie formelle. Accompagnement de la mise en œuvre de la SCAD, le département en charge de la recherche scientifique propose un référentiel. Le document vient combler aussi l'absence de politique nationale en matière d'innovation au Burkina Faso. Et puis en sport, nous sommes à J-5 étalon Fennec d'Algérie. Ce sera au stade du 4 août, une rencontre entrant dans le cadre des matchs de barrage pour le mondial 2014 au Brésil. Nos équipes vous proposent un coup d'œil en arrière sur le parcours du 11 national en vue du mondial dans cette édition. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre et puis toutes nos excuses pour ce journal qui commence avec un grand retard pour des problèmes techniques. Question de renforcement de coopération bilatérale à la présidence du Faso, désormais des liens plus forts qui lient le Burkina et le Canada dans le domaine de l'enseignement supérieur. Dès cette rentrée universitaire, les portes des universités canadiennes s'ouvrent encore plus pour les étudiants du Faso et pas seulement. Les enseignants aussi pourront aller voir du côté de pays de l'érable. Question de partage, d'échange d'expériences. Tous ces points ont été discutés avec l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaël Jean, qui est venu en parler avec le président du Faso. Pour l'Université d'Ottawa, dont je suis la chancelière, c'est extrêmement intéressant de voir comment nous pourrons intensifier en quelque sorte nos collaborations au niveau de la recherche, au niveau de la mobilité étudiante aussi, parce que l'Université d'Ottawa a décidé de créer une exonération des frais de scolarité supplémentaires pour les étudiants étrangers en provenance des pays de la francophonie. Et avec l'accès aussi à de nombreuses bourses, ça va donner la possibilité à beaucoup de jeunes étudiantes et étudiants d'ici de venir travailler et étudier dans notre université, qui est un campus bilingue de très très haut niveau, où nous avons des facultés dans des domaines pointus d'innovation qui peuvent accompagner les objectifs de développement ici. Et l'idée n'est pas de drainer les cerveaux et les qualités et les forces vives du Burkina Faso vers le Canada, mais plutôt de les renforcer pour les mettre au service du développement du Burkina Faso. Vous avez un pays absolument magnifique, et avec le président, j'ai eu le bonheur d'en parler, un pays qui me touche beaucoup, que je trouve d'une très grande beauté, où j'espère revenir avec des gens de très grande qualité, très accueillants, et vous pouvez être certain qu'à mon retour au Canada, je n'aurai que de bons mots pour le Burkina Faso. Moi, je suis contre l'afro-pessimisme. Je prêche tout ce qui va à l'encontre de l'afro-pessimisme. Moi, je pense qu'il y a sur ce continent de grandes possibilités. Il y a des grandes choses à réaliser ensemble, mais en maximisant notre capacité de faire ensemble pour avancer ensemble. Ça, pour moi, c'est essentiel, et j'ai été ravie de voir que le président Blaise Compaoré partage tout à fait cette perspective. Voilà les propos donc de l'ancienne gouverneure générale Michaël Jean au micro de Abdul Rasmane Zongo. Et puis autre point de l'actualité, c'est l'accompagnement de la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et le développement durable. Pour ce faire, le gouvernement propose une stratégie nationale d'innovation. C'est le département en charge de la recherche scientifique qui a conçu le référentiel. À présent, il est question pour les autres départements d'apprécier le document, un document qui devrait aussi combler l'absence de politique nationale en matière d'innovation au Burkina. Seydou Zon et Sié Sylvestre Da. Apprécier le guide portant stratégie nationale en matière d'innovation, voilà l'enjeu de cette rencontre entre le ministère en charge de l'innovation et les représentants des différents départements ministériels. Il est attendu des participants qu'ils apportent des corrections nécessaires à la réalisation du guide. Il s'agit d'en faire un document qui va accompagner la mise en œuvre de la SCAD. Notre conviction est que l'innovation peut apporter beaucoup pour soutenir la stratégie de croissance accélérée, notamment, si vous voulez, en
diffusant des innovations pour améliorer la production agricole, pour la sécuriser, également pour transformer cette production agricole et avoir de la valeur ajoutée. Pour le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, ce document va permettre au Burkina de disposer d'une vision à long terme de l'innovation. Nous avons une préoccupation majeure, n'est-ce pas? C'est que nous ne voudrions pas que cette stratégie, comme beaucoup de documents qu'on connaît, soit tout simplement un document qu'on présente, voilà, nous avons une stratégie. Ça n'a pas d'intérêt pour nous. Ce qui a un intérêt pour nous, c'est que ce document voit réellement une application sur le terrain pour que les objectifs qui sont visés puissent être atteints. Le document final qui va sortir de ces travaux servira de référentiel en matière d'innovation pour un développement durable au Burkina Faso. Et puis, une autre absence en voie d'être comblée. Bientôt, le Burkina sera doté d'un centre de documentation sur la propriété intellectuelle. Ce centre devrait servir de boussole non seulement pour les générations présentes, mais aussi et surtout pour celles à venir, en ce sens que les chercheurs et créateurs dans le domaine des sciences, des technologies et de l'industrie pourront disposer d'informations fiables. Le centre en gestation est l'œuvre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. On regarde ensemble la cérémonie officielle de pose de la première pierre de la bâtisse avec Bouma Ernest Nebié et Abdul Rasmane Zongo. Voici ainsi matérialisée la pose de la première pierre du siège du Centre de documentation en propriété intellectuelle. À sa finition, il sera un immeuble de 2 étages situé à la ZAD, non loin du village artisanal de Ouagadougou. Sa construction va coûter environ 500 millions de francs CFA. L'infrastructure est le fruit de la collaboration entre le Burkina Faso et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Pour ce qui concerne ce centre de documentation, c'est un lieu où les chercheurs, les hommes d'affaires, les étudiants et autres pourront avoir des informations susceptibles de permettre de développer la recherche, susceptibles de permettre de créer des entreprises ou d'améliorer la compétitivité des entreprises existantes. Un pays comme le Burkinabé, qui est un pays producteur de coton, nous importons encore du papier hygiénique. Un centre de documentation dans lequel il existe toutes les informations techniques disponibles permet à un opérateur économique qui veut se lancer par exemple dans la production du papier hygiénique de connaître la technologie qui existe et surtout que cette technologie est gratuite. Ce centre est d'un grand intérêt. Malheureusement, dans nos pays, on n'a pas le sentiment que nous ayons encore pris conscience du fait que l'économie aujourd'hui, c'est l'économie de la connaissance. Un centre comme ce centre va en fait permettre, par exemple, de réunir en un seul endroit tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qu'il y a d'innovation, d'invention, que ce soit en Afrique, mais aussi ailleurs. Les travaux de construction du siège du Centre de documentation en propriété intellectuelle vont durer 10 mois. Le Burkina Faso est le 7e pays africain à bénéficier de ce geste de l'OAPI. Plus mobile, il devrait vite rattraper le retard dans la mise en œuvre des ambitions d'un enseignement de qualité pour tous au Faso. En cette période de rentrée des classes, le ministère en charge de l'éducation nationale accompagne les structures déconcentrées. Le département vient de doter ses directions régionales de moyens de déplacement motorisés et de carburant, un geste qui vise à rapprocher davantage le département du terrain pour une éducation suivie. Sur la remise officielle, le point de Moussaki et Oumou Sissé. Une ambiance joviale à cette cérémonie de remise de bons de carburant. En plus de ces bons d'une valeur totale de 107 millions de francs CFA, certains chefs des structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont reçu des moyens de déplacement. Cette action va permettre aux responsables des différentes circonscriptions de l'éducation de base de relever des défis sur le terrain. Ce que nous allons faire, c'est d'abord suivre l'effectivité de la rentrée, nous assurer que tous les enseignants sont à leur poste, nous assurer que les infrastructures sont en place après la saison de la pluie, nous assurer de la présence des élèves, leur installation et nous assurer que toutes les dispositions sont prises sur le terrain pour un bon déroulement d'une année scolaire. Un tel don à la rentrée pédagogique, vraiment cela nous réconforte, nous encourage
En plus de ces motos, 7 motos, il y a eu des mesures d'accompagnement. Nous venons tout à l'heure de recevoir pour chaque circonscription d'éducation de base 140 000 francs de carburant, rien que pour assurer la rentrée. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation disent mesurer l'ampleur de la tâche des enseignants. C'est pourquoi cette mesure d'accompagnement traduit fortement leur volonté pour une éducation suivie et surtout de qualité au Burkina. En communiquant ainsi, je crois que cela peut leur donner de comprendre qu'ils ont leur carburant parce que beaucoup sont obligés de venir chercher au niveau de leur DPBA. Voilà. Et c'est aussi pour montrer les efforts que le gouvernement fait pour quand même améliorer au quotidien le travail qu'ils font sur le terrain. Ces bons de carburant concernent le premier trimestre de l'année pédagogique. D'ores et déjà, le secrétaire général du MIN a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Des bénéficiaires qui ont pris l'engagement de rendre régulièrement compte de toutes les activités effectuées sur le terrain. Restons dans cette ambiance de rentrée des classes au Faso à l'heure qu'il est. La reprise a aussi sonné pour les élèves de l'arrondissement 2 de Ouaga. Certains d'entre eux, 150 précisément, bénéficient de l'accompagnement d'un élu municipal. Ali Badara Ouedraogo vient en soutien à l'aide du kit scolaire. Le compte-rendu de la cérémonie de remise est signé de Nathalie Nabaloum Savadogo. Jour de solidarité au secteur 9 de l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou. 150 élèves de la classe de CP1 jusqu'en 3e de l'arrondissement ont été sélectionnés pour recevoir des kits scolaires. 40 de ces bénéficiaires issus de la classe de CP1 au CM2 verront leur scolarité prise en charge. L'œuvre est de Ali Badara Ouedraogo, conseiller municipal du 10 arrondissement. L'éducation, en fait, occupe une grande place dans l'orientation même de notre parti. Parce que vous savez, comme on le dit, un enfant bien éduqué, c'est toute une nation qu'on éduque. Et les enfants sont l'avenir du pays. Donc il faut être aux côtés des enfants. Il faut être aux côtés des enfants pour que demain, ces enfants puissent prendre la relève et assurer vraiment l'avenir de notre nation. Un soutien bien apprécié par les bénéficiaires. Je remercie le conseiller Ali Ouedraogo de nous avoir apporté un soutien et nous allons travailler bien à l'école. Nous sommes fiers de notre fils Ali Ouedraogo et nous le bénissons pour qu'il puisse continuer son œuvre. La députée Myriam Ouedraogo, représentant le parrain de la cérémonie, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, maire de la commune de Wayouga, est venue apporter son soutien à l'initiateur de l'événement. L'éducation des enfants au cœur des préoccupations des acteurs du développement de notre pays. Et d'avoir pu donner tous ces kits aux enfants est vraiment salutaire. Parce que de notre temps, la vie est chère. Et étant conseiller de son secteur, il a bien voulu apporter un appui aux enfants de son secteur. Et nous ne pouvons que le féliciter pour cet acte. Ali Badara Ouedraogo nourrit l'ambition de poursuivre son œuvre et de l'étendre pour les années à venir à plus d'enfants. D'ores et déjà, il peut compter sur le soutien de la députée Myriam Ouedraogo qui promet lui apporter un soutien matériel pour les éditions prochaines. Et puis on en vient à une question de santé, partage de vision entre 14 pays francophones sur le VIH-Sida, surtout dans son volet prise en charge de la mère et de l'enfant. Sur le sujet, l'Organisation mondiale de la santé a une nouvelle mission. Pour en parler, l'OMS a convié les experts des pays concernés. Estelle Judith Assogba. Dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, l'OMS s'est fixé comme objectif améliorer la survie des personnes vivant avec ce mal et contribuer aussi à réduire le taux de transmission mère-enfant, voire même le ramener à zéro d'ici à 2015. À l'approche de cette échéance, on enregistre encore de nouvelles infections chez les enfants. Dans sa quête permanente de l'atteinte de meilleurs résultats, cette organisation a décidé de réadapter le traitement en produisant des guides et directives qui doivent être mises en œuvre dans les services de santé. Cet atelier est un premier pas pour discuter ces guides, échanger des expériences et voir ensemble comment est-ce que nous allons faire de notre mieux, aussi bien les pays que l'OMS, pour que les services qui sont offerts aux femmes et aux enfants dans nos structures de santé soient des services de qualité et soient aussi efficaces. Réunis
à Ouagadougou, les acteurs intervenant dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile et de la santé de reproduction de 14 pays francophones vont échanger sur ces outils et se les approprier afin qu'ils soient une réalité dans les programmes de santé. Au début de la prise en charge, le protocole qu'il y avait consistait seulement à donner à la femme enceinte à un certain stade de la grossesse une seule molécule. Mais de nos jours, le nouveau protocole préconise d'utiliser 3 molécules, ce qui va rendre encore plus efficace la stratégie pour que les enfants qui naissent soient véritablement indemnes et dans une forte probabilité. Pour permettre une meilleure appropriation de ce nouveau protocole, ces acteurs bénéficieront des communications comme le cadre stratégique pour l'élimination des nouvelles infections pédiatriques en Afrique d'ici à 2015 et la stratégie d'intégration du programme de transmission mère-enfant PTME dans les services de santé reproductive. Les 14 pays ici représentés vont aussi partager leurs expériences sur le système intégré de suivi des patients en faisant ressortir les défis majeurs et les solutions préconisées. L'acquisition de toutes ces connaissances devrait permettre aux bénéficiaires de renforcer davantage l'offre de prestations de PTME une fois de retour dans leur pays respectif. Et puis, il s'est ouvert ce jour même à Fadangourma une session de formation du personnel de la police nationale de la région de l'Est sur la gestion des crises liées aux manifestations publiques. La formation est prévue pour se tenir du 7 au 11 octobre prochain. Elle est organisée par l'École nationale de la police en partenariat avec la Fondation Hans-Cedel. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la formation continue des policiers. Des formations du même type sont prévues pour être organisées successivement dans toutes les 13 régions du Burkina. C'est Sylvestre Da. La région de l'Est fait face de plus en plus à différentes formes de crise sociale. Conflits fonciers ou liés à la chefferie traditionnelle, conflits entre agriculteurs et éleveurs, manifestations d'élèves. La gestion efficace et efficiente de ces crises liées aux manifestations publiques demande du professionnalisme de la part des forces de sécurité. Et justement, cette formation qu'offre l'École nationale de police et la Fondation Hans-Cedel aux policiers de la région de l'Est vise à renforcer leurs capacités opérationnelles et surtout adaptatives en technique de rétablissement de l'ordre public. Que ce soit dans la police, la sécurité publique, que ce soit dans la police judiciaire, il y a une adaptabilité qu'il faut nécessairement que le policier puisse suivre le rythme. Et ici, l'organisme Hans-Cedel qui accompagne sait bien que à chaque période du temps, il y a toujours une autre manière de troubler l'ordre public. Et donc, naturellement, que ceux qui sont chargés de faire l'action contraire du trouble à l'ordre public, c'est ceux-là qui tiennent à les maintenir. Et pour les maintenir, il faut suivre le rythme de nouvelles méthodes de trouble à l'ordre public. La session de formation va s'étaler sur 5 jours. Elle va allier théorie et pratique et les 5 formateurs vont aborder avec les éléments de la police différents modules, à commencer par les différentes formes de troubles à l'ordre public. Par rapport aux différentes situations qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain, quelles sont les attitudes adaptées à la gestion de cette situation. Nous évoluons dans un contexte donc, de l'état de droit et donc si donc la question des droits humains va prendre une grande place. Il s'agit donc de personnel qui utilise la force publique et à toute chose, donc il va falloir donc fixer les limites de ce qu'ils peuvent entreprendre donc, dans l'utilisation de la force publique. Cette session de formation est la 3e du genre après celle de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Des 3 sessions de formation découlera une feuille de route pour la formulation des programmes de formation adéquats à dispenser dans les écoles de police du Burkina. L'objectif est de faire des policiers un gardien de la paix. 2 octobre 1958, 2 octobre 2013, la Guinée-Conakry a 55 ans d'indépendance. Ce 5 octobre, l'événement a été célébré à Ouagadougou par les Guinéens du Burkina. C'était au cours d'une soirée à la fois conviviale organisée au consulat de la Guinée par le consul honoraire Adama Kindo. La fête a été marquée par le discours du consul et c'était aussi une occasion de retrouvailles, un moment intense de souvenirs que vous relate Sie Sylvestre Da. Le consulat de la Guinée-Conakry en fête. À Ouagadougou, la célébration en différé du 55e anniversaire de l'indépendance du pays de Sékou Touré était un moment de retrouvailles entre Guinéens vivant au Burkina.
Une soirée conviviale offerte par le consul honoraire Adama Kindo et partagée avec le peuple burkinabé et différentes sommités. En petit groupe à la tribune, l'occasion était belle pour échanger sur la vie de la nation guinéenne qui traverse actuellement des moments difficiles. On a aussi évoqué des souvenirs en rapport surtout avec le 2 octobre 1958, date d'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. C'est une date vraiment historique, je sais, pour la Guinée, la paix, de fraternité entre les Guinéens. La commémoration du 55e anniversaire de la Guinée-Conakry à Ouagadougou était aussi solennelle, marquée par l'exécution des hymnes nationaux de la Guinée et du Burkina, suivi du message du consul livré par son représentant. Pour Adama Kindo, cette cérémonie est tout en l'honneur des Guinéens vivant au Burkina, estimés à environ 17 000 personnes. Nous nous réjouissons avec nos frères guinéens en ce jour historique. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement du consulat, les autorités administratives, coutumières et religieuses, les ambassadeurs, les ressortissants des pays amis de la Guinée et du Burkina. Certains sont venus de Bobo-Dioulasso, de Koudougou nous accompagner. Tout cela fait l'honneur de la Guinée. La Guinée fut la première ex-colonie française d'Afrique noire à accéder à l'indépendance. À cette soirée, les Guinéens se sont encore rappelés les célèbres noms du 28 septembre 1958 à la France. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage, a dit Sékou Touré au général de Gaulle. L'expression de cette fièvre patriotique aboutit à l'accession de la Guinée à la souveraineté et ouvre les balles d'indépendance des colonies françaises. En sport, football, dans le cadre des barrages pour Brésil 2014, les étalons reçoivent l'Algérie le samedi prochain. Retour sur le parcours du 11 national pendant les phases éliminatoires. Les phases éliminatoires, on le rappelle, de la Coupe du Monde Brésil 2014 ont débuté avant la CAN. Les étalons avaient perdu 2 matchs et ont ensuite aligné 4 victoires consécutives pour se qualifier pour les barrages. Vice-champion d'Afrique à la CAN 2013, les étalons renouent un mois plus tard avec les phases éliminatoires de la Coupe du Monde sur des bases fragiles. Les étalons, après 2 matchs, sont derniers du groupe E, avec 0 point au compteur derrière le Congo, le Gabon et le Niger. Les poulains de Paul Puy transcendent cet handicap et se remettent vite dans la course pour les barrages. Le 23 mars 2013, ils prennent le dessus sur le MENA du Niger par 4-0 au stade du 4 août. En déplacement à Niamey le 9 juin, les étalons s'imposent par 1-0. Une semaine plus tard, les étalons mettent à bas la forteresse imprégnable de Pointe-Noire en disposant des Diables Rouges du Congo sur la marque de 1-0. Puis viennent à bout des Panthères du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang par 1-0. Le Burkina Faso, avec 12 points, termine premier du groupe E et se qualifie pour les barrages de la Coupe du Monde au terme des 6 matchs de qualification avec 2 défaites et 4 victoires. Avec ces résultats, les étalons semblent désormais bien équipés pour voyager loin pour se qualifier pour Brésil 2014. Charles Caboret et ses coéquipiers devront bien négocier la double confrontation face au Fennec d'Algérie. Il s'agira de transformer l'essai réussi jusqu'au bout samedi prochain au stade du 4 août contre les Algériens. S'imposer pour prendre une option sérieuse vers la qualification. S'imposer pour viser l'exploit historique. Voilà, c'est donc un feuilleton du parcours du 11 national, un reportage signé de Bangba, David Kafando, et puis direction enfin Bobo-Dioulasso pour suivre la tenue de la 13e rencontre gouvernement-secteur privé. Cette édition pose la problématique de l'intégration du secteur informel dans l'économie formelle de notre pays. La question se pose quand on sait que l'informel emploie près de 70% de la population active selon les estimations et pèse pour près de 40% dans la balance économique. Reste maintenant à l'économie nationale de pouvoir en tirer le meilleur. Tout un défi posé à ce rendez-vous dont les portes viennent de s'ouvrir officiellement ce matin dans la ville de Sia, comme en témoigne Christine Koulibaly. En cette matinée du 7 octobre, la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso est devenue le point de convergence des opérateurs économiques des 13 régions du Burkina. Loin de leurs entreprises, centres commerciaux, ateliers et échoppes, chacun a franchi la porte avec des préoccupations particulières. Nos préoccupations au secteur d'hôtellerie et du tourisme, c'est comme tout le monde le sait. Les charges sont très lourdes et nous attendons donc que par rapport à l'électricité, on nous donne définitivement une réponse. C'est-à-dire qu'on veut être classé comme industrie
et avoir des tarifs pareils pour pouvoir tenir, quoi. Les taxes sont trop sur les transporteurs. Et puis, les transports aussi, on voit que partout, dans le secteur informel, ils sont financés, mais le transport n'est pas financé. Je viens voir comment est-ce que le gouvernement va soutenir l'organisation du secteur informel et quelles sont les mesures qu'ils vont prendre pour accompagner le secteur informel. Parce que j'avoue que c'est une structuration qui peut apporter quelque chose pour le Burkina. Et les pays émergents du monde sont passés par là. J'espère vraiment voir quelque chose de positif en cela. Et cette 13e rencontre gouvernement-secteur privé met un point d'honneur à l'examen du poids du secteur informel dans l'économie nationale afin de dégager des pistes de solutions pour la formalisation de ce secteur prépondérant. L'importance du secteur informel qui contribue pour plus de 50% au PIB et occupe plus de 70% de la population active urbaine milite en faveur d'actions innovantes de la part de notre institution. Aussi, une mise en œuvre réussie de la SCAD ne saurait se faire sans la prise en compte d'une frange aussi importante de notre économie qu'est le secteur informel. Malgré cette prédominance, l'économie informelle est caractérisée par un déficit de contribution aux recettes fiscales, de protection sociale, de structuration et d'accompagnement. Et il est plus que temps de travailler à la formalisation de ce secteur. Une formalisation devenue incontournable si nous voulons accroître sa rentabilité, créer et consolider davantage nos PME, démultiplier et stabiliser les emplois, mais aussi et surtout renforcer la sécurité sociale et le bien-être des employés. Parmi les préoccupations majeures, maintes fois exprimées, sur lesquelles il nous faut agir, on peut citer entre autres le financement donc de ce secteur, la fiscalité, le statut juridique, la formation des acteurs du secteur. Après avoir rendu un hommage mérité aux opérateurs économiques qui nous ont quittés l'année dernière, le Premier ministre a salué les efforts de tous les acteurs de la vie économique engagés qui, aux côtés de l'État, sont les principaux pourvoyeurs d'emplois et de richesse. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont toujours développé des initiatives pour assurer leur survie. En outre, il a invité l'ensemble de la communauté des affaires à faire des propositions concrètes en vue de faciliter la formalisation de l'économie informelle. La grand-messe annuelle du monde économique aura donc tenu une fois de plus son pari. Réunir en un même lieu tous les acteurs clés du système est déjà en soi une gageure. Le cas particulier du secteur informel mérite attention. Les acteurs qui y sont évoluent font face à beaucoup de difficultés au quotidien. À la question de savoir si ce secteur est un handicap ou un avantage pour l'économie burkinabé, quelques opérateurs du privé donnent leur avis. Ils sont au micro de Drissa Seri. Il ne s'agit pas de le formaliser, il ne s'agit pas d'une fin en soi, mais de le transformer, c'est-à-dire d'améliorer sa productivité, d'améliorer ses conditions de travail afin qu'il s'intègre harmonieusement dans le secteur privé. Et donc de ce fait-là, il sera formalisé. Et donc notre conviction, c'est véritablement que la transformation de ce secteur informel contribuera à une croissance plus inclusive parce que justement ces acteurs-là pourront mieux se développer, augmenter leur productivité, augmenter leurs revenus et donc de ce fait-là être des vrais acteurs économiques. Pourquoi je dis que ce n'est pas un handicap? Parce que le secteur informel, comme vous avez dû l'entendre dans les différents discours, contribue environ pour 50% à la formation du PIB de notre pays et procure 74% selon les statistiques récentes à la création d'emplois dans les zones urbaines. Quand un secteur a cette contribution au niveau de l'économie nationale, on ne peut pas dire que c'est un handicap. Mais à côté de cela, le secteur informel contribue au budget national à peine pour 1% dans l'ensemble de la fiscalité qui est perçue. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut desserrer l'étau, la pression fiscale sur le secteur formel en faisant en sorte que l'élargissement de l'assiette fiscale permette une baisse
des taux de la fiscalité. Ce thème de cette 13e rencontre est très pertinent parce que vous savez, tout ce qui est secteur informel, c'est quand même une frange importante de la société. Et puis bon, il faut quand même amener le secteur informel au formel. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et on espère quand même que on va aboutir à quelque chose de positif parce que on a des doléances comme d'habitude à faire au gouvernement pour nous aider à amener le secteur informel au formel. Ce n'est pas chose facile. Du jour au lendemain, il faut se dire que ça ne serait pas facile de le faire, mais Inch'Allah, je pense qu'on va arriver à le faire tout doucement. Et puis toujours dans le cadre de cette rencontre, le Premier ministre a reçu hier soir à son pied-à-terre de Bobo-Dioulasso en audience les membres du Bureau national de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina au centre des échanges, le point des élections consulaires du 21 juillet dernier et la tenue de la 13e rencontre, donc gouvernement secteur privé. À leur sortie d'audience, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina s'exprime au micro de Ahadi Sandamba. Nous avons profité de cet entretien pour présenter les membres du bureau consulaire qui sont issus de l'élection du 21 juillet 2013. Et nous avons échangé aussi sur d'autres choses, toujours pour le développement économique de notre pays. Nous avons parlé entre autres d'une route qui était très importante pour le développement, la déserte de Bobo-Renter. Voilà, donc c'est une route qui empêche le développement de Bobo-Renter. Donc nous avons parlé entre autres de la réalisation de cette voie. Et donc le Premier ministre a promis que quelque chose va être fait en ce sens. Voilà, et puis une de nos équipes de Bobo-Dioulasso sur place a eu un entretien avec le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, avec Lassine Diawara. Il a été notamment question de réalité du secteur informel et des solutions proposées par son institution pour accompagner ce secteur vers l'économie formelle dont il est question. Je vous propose donc d'écouter cet entretien. Alors, M. Diawara, s'ouvre à Bobo-Dioulasso la 13e rencontre gouvernement secteur privé. Pour les acteurs économiques que vous êtes, quel est l'enjeu que revêt cette rencontre? Alors, l'enjeu de cette rencontre est extrêmement important pour les opérateurs du secteur privé. D'abord, c'est l'occasion pour nous de rencontrer les autorités gouvernementales, d'échanger avec eux. Et comme ils sont toujours à notre écoute, et surtout en ce moment qui constitue des temps forts de la vie économique de notre pays, nous en profitons donc pour insister sur les points qui ont été déjà évoqués, faire le point où il y a eu des insuffisances, voir comment nous pouvons essayer de faire des avancées. Et comme vous savez aussi, il y a la coexistence entre le formel et l'informel, ça peut créer des distorsions. Plus on cherche à formaliser l'informel, c'est mieux pour ceux qui exercent dans des conditions tout à fait normales, en payant les impôts, et en employant, en déclarant les employés, que pour l'État qui peut donc engranger davantage de recettes fiscales parce que les gens seront identifiés et préparés à aller vers le formel. Justement, Monsieur le vice-président, en quoi ce secteur-là constitue un problème pour l'économie burkinabé? Je ne pose pas le problème de l'informel, ou du moins la question de l'informel en problème. Parce que c'est certainement un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Avec l'urbanisation croissante de nos pays, et particulièrement au Burkina Faso, que ce soit la ville de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, ou des villes comme Koudougou, il y a une forte migration des ruraux vers donc, les villes, qui arrivent parfois sans formation, sans qualification, et qui d'une façon ou d'une autre viennent à la recherche donc, de travail, d'insertion, forment ce secteur informel dans les petits boulots et parfois dans le commerce, et sont ignorants d'un certain nombre de choses. C'est le rôle donc, de la Chambre de commerce d'essayer de voir comment il peut y avoir un appui, dans un encadrement pour les insérer, pour les former. Et nous avons créé des centres de gestion agréés dans ce sens-là pour essayer donc de formaliser l'informel ou leur donner un minimum de formation pour faciliter leur accès au financement.
c'est dire que nous n'en faisons pas forcément un problème en tant que tel, mais nous pensons qu'il faut donner la chance à ceux qui sont dans ce domaine-là de progresser, de se formaliser et parfois qui ignorent toutes les règles les plus élémentaires vis-à-vis du fisc, vis-à-vis, je dirais, donc, de l'État, les amener donc à s'habituer et à s'insérer dedans. On sait que ce secteur est confronté à un certain nombre de difficultés. Il y a la concurrence qui n'est pas tellement libre. Il y a aussi l'accès au marché. Est-ce qu'au regard de cela, ce secteur peut aller décemment comme ça vers le formel? Je crois que ce secteur, nous sommes obligés de l'amener vers le formel parce qu'il constitue, comme je vous ai dit tantôt, tout ce que vous voyez comme boutiquier, étal, réparateur de vélos, je dirais également tous ceux qui sont également dans qui ont des débits de boissons, parfois même qui sont dans l'informatique, qui vendent des puces, qui vendent ceci ou cela, ou des billets de loterie, qui ont leur kiosque, qui parfois n'ont pas de comptabilité, mais qui sont un pan de notre économie. C'est tout un secteur qui offre des emplois. Vous imaginez, vous qui traversez la ville, tous ces gens qui sont installés, qui vendent parfois donc des affaires de seconde main, des chaussures. Alors, c'est des gens qui petit à petit, en faisant ces petits boulots, arrivent à avoir une masse critique de fonds qui peut les amener à faire autre chose. Ils deviennent transporteurs. Donc il s'agit d'encadrer ce monde-là, les mettre au travail pour en fait le bon fonctionnement global de notre économie. Et nous, secteur privé, nous ne les ignorons pas parce que parfois ils sont des relais pour distribuer un certain nombre de nos produits tant au niveau du commerce que de l'industrie. C'est eux qui sont parfois les détaillants. Donc il s'agit de les organiser pour mieux vendre ce que nous faisons. En attendant les conclusions de cette 13e rencontre gouvernement-secteur privé, est-ce que vous, au niveau de la Chambre de commerce, vous avez déjà des propositions de solutions pour accompagner ce secteur-là vers le formel? Oui, je crois que nous avons beaucoup de propositions. Et nous sommes, en tant que Chambre de commerce, une institution d'appui. Nous avons également des organismes, ou du moins des institutions satellites qui dépendent de la Chambre de commerce, qui nous aident dans ce sens. Nous avons fait des propositions, des suggestions au gouvernement, mais il est évident que ce n'est que dans une action concertée avec le gouvernement que nous pourrons trouver des solutions. À l'issue de cette rencontre, à quoi est-ce que vous espérez aboutir? Nous voulons aboutir à sensibiliser le gouvernement sur l'importance du secteur informel et le souci que nous, privés, nous avons pour son insertion dans le formel. Et dire notre disponibilité à accompagner les actions déjà menées par le gouvernement. Et nous avons créé, comme je vous l'ai dit tantôt, des centres de gestion agréés qui aident déjà le gouvernement parce que c'est, qui est appuyé d'ailleurs par l'Union européenne, ça permet d'amener un peu tous ceux qui sont dans le formel à avoir un minimum de tenue de comptabilité, ce qui les dispense, si vous voulez, d'un certain nombre de choses et permet aux impôts de les soumettre donc à la taxe sur le secteur informel. Et ils ont les documents ainsi pour accéder à certains appels d'offres, mais également, surtout, pour accéder au financement pour le développement de leurs affaires. Nous pensons qu'à travers les discussions, les échanges que nous allons avoir avec le gouvernement, qu'on pourra avancer dans le processus d'appui à ce secteur et à sa formalisation, qui peut être un danger pour nous s'il n'est pas organisé parce qu'il peut faire de la concurrence déloyale. Merci bien, M. Diawara, pour cet entretien. Je rappelle que nous étions donc avec M. Lassine Diawara, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Voilà, c'est donc un entretien réalisé depuis Bobo-Dioulasso par nos équipes sur place. Rokia Sanou a conduit l'interview qui a porté sur l'intégration du secteur informel à l'économie formelle. Et pour illustrer ce secteur qui fait aujourd'hui l'objet d'échanges, nous allons aller à la rencontre d'un vendeur de friperie et d'une transformatrice de produits laitiers. C'est un portrait croisé qui porte la griffe de Karim Sissé. Il s'appelle Amidou Zoromé, alias Benito.
Ce jeune quarantenaire s'est lancé dans le commerce de friperie depuis 1998. J'ai fait des études que j'ai fait ça. Bon, maintenant ça prend marcher là. Donc c'est pour cela que je suis venu faire du boulot. Maintenant, ça va en tout cas. Les jeans là en tout cas c'est 6 000, 4 000. Bon, les saucisses là en tout cas, ceci là c'est 15 000, 12 500. Bon, si c'est un t-shirt là, t-shirt c'est 2 000, 2 000. Si j'ai un rond vendu en tout cas c'est 15 000. Mais je vois si j'ai vendu beaucoup là, ça dépasse ça. Ça dépasse 35 000, 40 000. Laetitia Traoré, elle, évolue dans la transformation et la commercialisation du lait. C'est une ex-employée de la société industrielle du Faso, SIFA. Une société aujourd'hui fermée. La petite unité de traitement et de conditionnement de lait s'est avérée être insalue. Lorsque la structure a fermé, donc, on s'est remis sur le marché de l'emploi. Ça n'a pas été facile. Et à un moment donné, je me suis dit, si tu n'arrives pas à trouver du boulot, il faut t'en créer. Mais il fallait créer un boulot dans lequel je me retrouve, que j'aime bien. Aujourd'hui, nous pouvons collecter jusqu'à 140 litres. La pointe est à 140 litres. On varie entre 120 et 140 litres. À l'image de milliers d'acteurs économiques, Benito et Laetitia prospèrent dans le secteur informel. Un secteur qui contribue pour 50% à la réalisation du produit intérieur brut. C'est le réservoir d'emploi le plus important. Le commerce de Madame Traoré emploie par exemple 6 personnes. Vraiment à tout petit pas. Parce que j'ai d'abord commencé dans ma petite cuisine chez moi à la maison. Et ensuite, j'ai pu donc louer ce local et petit à petit acquérir le matériel. Et nous sommes bien sûr jusqu'à présent loin du compte d'une mini-laiterie. Mais nous essayons quand même avec les moyens de bord à assurer naturel du produit, à assurer qualité au niveau de l'hygiène, au niveau du goût. Le projet de Madame Traoré, c'est de développer son activité, pouvoir employer plus de personnel et desservir d'autres villes du pays. Pour cela, il lui faudra encore plus de moyens financiers. Et c'est là que se pose l'une des grandes difficultés de l'intégration de l'informel à l'économie formelle. Nous avons au travers du CEFOR certaines informations quand même qui nous permettent d'avoir les informations justes. Mais par exemple, au niveau du CEFOR, nous devions produire des documents qui doivent faire des compétitions, les meilleurs dossiers sont retenus, etc. etc. Donc ce n'est pas aussi automatique. En tout cas, pour le moment, nous n'avons pas trouvé une structure qui veuille bien nous accompagner. La question est posée à cette 13e rencontre gouvernement-secteur privé. La communauté d'affaires attend des propositions de stratégie pour lever les contraintes. Voilà, des exemples qui vont inspirer, du moins nous l'espérons. Et puis, le côté décontracté de ce rendez-vous des grands débats économiques, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, section territoriale des Hauts-Bassins, a offert un dîner gala au chef du gouvernement en prélude à la 13e rencontre gouvernement-secteur privé que vous avez vu. Ce fut l'occasion pour les deux parties d'échanger sur les préoccupations qui sont les leurs. Retour sur la soirée avec Ahadi Sandamba. Un toast à l'honneur de la 13e rencontre gouvernement-secteur privé. Nous sommes à un dîner gala offert au chef du gouvernement par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, section territoriale des Hauts-Bassins. Il s'agit là pour les organisateurs de magnifier le partenariat public-privé. Et comme il fallait s'y attendre, l'état des affaires et plus précisément celui du secteur informel, objet de cette 13e rencontre, s'est invité dans les échanges, d'où ses préoccupations. L'État devrait continuer ses efforts de création d'un meilleur environnement réglementaire et législatif, d'amélioration des infrastructures et de renforcement des dispositifs et mécanismes d'appui au secteur privé, notamment au secteur informel, afin d'offrir des conditions incitatives à même de promouvoir des investissements pour créer davantage de la valeur ajoutée. C'est à travers cette implication de tous que nous trouverons des solutions à la problématique de la formalisation du secteur informel.
En attendant un cadre plus approprié pour répondre à toutes ces préoccupations, le Premier ministre, par la voix du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a promis de prendre des mesures idoines pour le développement des affaires au Burkina Faso. Et un sujet d'actualité dans le monde des affaires s'est également invité dans les discussions. Il s'agit de la mévente de l'huile de coton et ses dérivés. Sur la question, le chef du gouvernement a pris des engagements quant à la résolution de ce problème dans des plus brefs délais. Voilà un gros plan sur la 13e rencontre gouvernement-secteur privé qui se tient à Bobo-Dioulasso pour refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.